Bonjour à tous, vous êtes sur CGDN français et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la cérémonie de clôture de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale et à la conférence de presse donnée par le nouveau Premier ministre chinois Li Keqiang. La cérémonie se tiendra dans un instant. Nous nous intéressons tout d'abord à ces 18 jours des deux sessions de cette année. Avec nous sur place au Grand Palais du Peuple, ma collègue Clémence Azuelos et sur le plateau M. Wu Zhexian, ancien diplomate chinois, et M. Xu Tieping, professeur en relations internationales à la communication Université de Chine. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors nous ouvrons cette émission avec les interviews sur notre plateau. Alors la première session de la 13e Assemblée populaire nationale touche aujourd'hui à sa fin. Alors pourriez-vous analyser pour nous les moments forts de cette édition, monsieur Wu? Les moments forts sont nombreux. Il y a forcément d'abord l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante de la Chine. On a élu le président de la République, on a approuvé la nomination du Premier ministre, etc. Ça, c'est certainement très important. Là, ce sera pour un mandat de 5 ans. Donc, pour les 5 ans à venir, c'est une nouvelle équipe qui va diriger le pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, les nouveaux dirigeants devraient prêter serment devant la Constitution. C'est ce qui a été fait, c'est aussi. C'est une idée qui a été proposée en 2014 par le PCC. Et l'idée a été reprise, approuvée par l'Assemblée populaire nationale. Et cette fois-ci, cette pratique est inscrite dans la Constitution. Au moment de la révision de la Constitution, on a carrément inclus cette cérémonie de prestation de serment devant la Constitution, dans la Constitution elle-même. D'accord. Ça, c'est aussi un moment fort. Et puis, évidemment, il y a d'autres moments importants, par exemple la réforme des institutions de l'État. C'est une grande réforme. Il y a un remaniement ministériel. La 8e réforme depuis la politique d'ouverture. Assez important. On a réduit de façon assez importante le nombre des ministères. Et puis, il y a toute une série de rapports d'activités qui ont été présentés. D'abord, le rapport d'activité du gouvernement, mais aussi le rapport d'activité pour le développement économique et social, présenté également par le Conseil des affaires d'État, qui est le gouvernement. Et puis il y a aussi le budget qui doit être examiné et voté. Il y a en même temps une loi qui a été adoptée et qui doit être adoptée aujourd'hui, je crois. Mais en tout cas, c'est un projet de loi concernant la supervision. C'est une mesure qui accompagne la création d'une commission d'État de supervision dans le sens de lutte contre la corruption. Ça, c'est aussi important. Et puis, il y a d'autres rapports d'activité. Celui de l'Assemblée populaire nationale, puis celui de la CCPPC. Donc voilà, vous voyez. Les rapports réguliers que les mais sauf que cette année, on fait non seulement le bilan pour l'année précédente, mais on fait aussi le bilan pour les 5 années. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, vous voyez, les moments forts sont nombreux. D'accord. Du 3 au 20 mars, alors cela fait 18 jours au total. Les deux sessions sont donc plus longues que d'habitude. Pourquoi, M. Xu? Normalement, chaque fois, au moment de la succession entre l'ancienne et l'actuelle, le renouvellement de l'Assemblée, ça prend un peu plus longtemps. Cette fois-ci, c'est 4 jours et demi, c'est-à-dire à peu près 5 jours, un peu plus. Comme M. Wu avait bien mentionné, cette fois-ci, la tâche paraît beaucoup plus lourde. Non seulement, disons, faire un bilan sur l'équipe précédente, mais aussi, c'est-à-dire maintenant, je dirais, pas mal de boulot sur la Constitution. D'une part, révision, discussion et approbation. Donc ça, normalement, c'est quelque chose d'un peu nouveau depuis un certain moment. Et puis le deuxième, qui m'attire aussi l'attention assez forte, surtout sur la réorganisation du ministère, qui est depuis 1983
depuis moins de 40 ans, c'est la 7e réorganisation institutionnelle. Et bien sûr, ça va prendre plus de temps à discuter, à arranger. Et enfin, bien sûr, je pense que qu'on a vu, c'est la nomination d'une nouvelle équipe. C'est que par rapport au passé, qu'on peut donner une approche un peu sociologique sur la composition, sur le tranchetage entre exécutants et ministres et éventuelle succession. Par rapport au passé, ça montre tout de même certains points, je dirais, assez différents. Est-ce que la première session d'une ABN, par exemple, la première session de la 13e ABN, est toujours plus longue que les autres éditions, c'est-à-dire par rapport aux autres sessions? Non, parce que, bon, par exemple, si on pense l'année suivante ou 2 ans après, quand il y a même, disons, la discussion, normalement, la procédure dure un peu moins de temps parce que chaque fois, on fait le bilan de l'année. Et pour la première année, normalement, un bilan sur le passé de 5 ans, et le tout début, tout le monde va examiner, regarder l'orientation et éventuellement certains efforts de révision ou réajustement. Donc normalement, ça prend un peu plus de temps. Merci. Et comme vous l'avez évoqué, les 2 sessions de cette année ont plusieurs caractéristiques, dont, comme vous avez évoqué, l'élection des nouveaux dirigeants du pays et la première cérémonie de prestation de serment à la Constitution, devant la Constitution. Alors, pourriez-vous nous expliquer la signification d'une telle cérémonie? Bon, ben, en effet, c'est une grande nouveauté, comme je viens de dire, et puis ces jours-ci, on en parle beaucoup. Bon, l'idée est très claire, c'est de marquer l'importance de la Constitution. Parce que chez nous, même si on sait que la Chine est gouvernée par le Parti communiste chinois, le parti unique qui est au pouvoir, cela ne veut pas dire que le parti dirige le pays n'importe comment. Alors, le parti dirige le pays selon la Constitution. C'est d'ailleurs le parti lui-même qui a convoqué justement en 2014 une session plénière pour discuter essentiellement de la construction d'un état de droit. Bon, avant, ben, il y avait des lois, etc., etc. Mais on a jugé nécessaire de consacrer toute une session plénière pour discuter comment on construit davantage, comment on cultive cet esprit de respecter et de construire l'état de droit. D'accord? Donc, on met l'accent sur la nécessité de respecter la Constitution. Donc, si on introduit ce système de prestation de serment devant la Constitution, c'est justement, premièrement, pour dire à tout le monde que en Chine, personne n'est au-dessus de la Constitution. C'est-à-dire, parfois quand on pense, nous sommes un pays où l'expérience de la gouvernance nationale dure plus longtemps que les autres nations. Et il est un peu curieux que finalement, disons, le serment, disons, introduit un peu plus tard. Et donc, finalement, je pense que quand on pense à la gouvernance, une certaine, je dirais, austérité, le sérieux et l'intégrité au service civil devaient, et, bon, on le souhaite, prennent plus de position que les autres domaines. D'accord. Quand vous dites l'intégrité et le dévouement à la cause publique. Oui. Quand vous dites être en retard, c'est par rapport aux autres pays, surtout les pays occidentaux. Non, je dirais comparé, disons, à la très longue tradition de la gouvernance, d'administration. Parce qu'on était le pays où les institutions étatiques ont fonctionné solidité plus longtemps que les autres. Et dans ce cas-là, je dirais l'introduction de serment, disons, paraît plus tard. D'accord. Lors des 3 jours précédents, alors nous avons regardé ensemble les cérémonies de prestation de serment. Est-ce que vous avez regardé ces cérémonies et quelles ont été vos impressions, Zéchil? Je pense que quand on voit, par exemple, c'est-à-dire le premier chef, le premier, c'est-à-dire le chef responsable dans son ensemble, ou le secteur qu'on s'appelle dirigeant de première main, va prendre individuellement
tandis que les adjoints et puis les vice-ministres, etc., doivent faire, disons, en équipe, en groupe. En groupe. Et d'accord. Et monsieur? Oui, bon, c'est certainement très important. Je crois que le fait de prêter serment devant la Constitution de façon publique contient deux sens essentiels. C'est-à-dire le premier, c'est que tous les dirigeants, même le chef de l'État, passent un message à tout le monde en disant que moi-même, en tant que président de la République, je respecte la Constitution. Voilà. C'est un message d'autodisciplinaire, à mon avis. Parce qu'il est là, il n'est pas, comme je dis tout à l'heure, il n'est pas là au-dessus de la Constitution. En tant que président de la République, il est là pour servir les intérêts de l'État, servir les intérêts du peuple. Et il va gouverner le pays suivant la Constitution. D'accord? Bon, d'ailleurs, dans la parole de serment, il a bien dit je jure la loyauté à la Constitution. Je resterai intègre. Voilà, ça c'est important. Voilà, ça c'est important. Donc, ça c'est un sens important de l'autodiscipline et de déclaration de loyauté, voilà, pour servir les intérêts de l'État et les intérêts du peuple. Un autre sens, à mon avis, c'est aussi une leçon d'éducation civique à la population. Mais il faut que le peuple ait aussi cet esprit de l'état de droit. D'accord? Tout le monde. Il n'y a pas que les dirigeants qui doivent respecter. On respecte voilà. bien évidemment pas seulement la Constitution, mais les autres lois aussi. Oui. C'est pour exemple, il faut faire, mais aussi un point, je pense, assez marquant. Il faut bien, quand on va par exemple le serment, la cérémonie de serment dans les autres nations, souvent c'est que les dirigeants, soit le Coran, soit la Bible à la main. C'est-à-dire finalement, ce geste montre tout de même il y a une liaison spirituelle avec certaines confessions. Tandis que chez nous, c'était toujours le caractère d'une continuité de laïcité. Ça, c'est différent que les autres nations. Oui. Monsieur? Donc voilà, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une leçon, voilà, pour l'éducation civique des gens. Il faut que tout le monde, tous les Chinois, respectent la Constitution qui est le fondement du fonctionnement d'une société et d'un pays. Et puis ensuite, il y a toutes les lois qui sont là. Quand on dit un état de droit, c'est vrai que les dirigeants devraient agir, voilà, suivant les règles définies dans le cadre législatif, mais aussi tous les citoyens doivent respecter aussi les règles, voilà, les lois, la Constitution. D'accord? On vous garantit pour vos intérêts, mais vous avez aussi des implications. Voilà. Ça c'est valable pour tout le monde, aussi bien pour les dirigeants que pour les simples citoyens. Oui, ce sont des cérémonies très solennelles. Alors, je pense que vous avez répondu plus ou moins à ma question suivante, mais quand même, je voudrais vous inviter à faire un petit résumé. Alors, en passant en revue le parcours des deux sessions de 2018, nous avons remarqué plusieurs sujets concernant la Constitution. Pas seulement la cérémonie que nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi les amendements à la Constitution. Il s'agit de la 5e fois que la Constitution a été amendée. Alors, pourquoi, selon vous, la Constitution est-elle à ce point mise en lumière cette année? Pourquoi cette année? Monsieur Xi? Bon, allez-y. C'est-à-dire, dans certains pays, par exemple, la révision de la Constitution se fait beaucoup plus fréquemment qu'avant. Oui. Tandis que chez nous, en général, une décennie. Donc c'est moins de, disons, de temps-ci concentré sur la révision. Avant tout, bien sûr, il y a la consultation et la discussion. Ce qu'on a vu, c'était souvent chaque fois lié avec l'étape du développement. On n'introduit pas simplement sur, disons, la révision de certains articles, par exemple sur la durée, sur le mandat, mais souvent c'est pour introduire et fixer certaines nouvelles orientations au sens politique et social. Par exemple, cette fois-ci, quand on a vu, je dirais, sur l'orientation générale, c'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Par exemple, on introduit auparavant, quand on discute modernisation,
On parle plutôt de l'industrie technologique, agriculture, défense. Ça, on résume dans les passés quatre modernisations. Alors qu'aujourd'hui, la modernité implique plus d'élargissement, de terrain élargi. Par exemple, maintenant, on a vu écologie introduite, parce que quand on dit une Chine prospère, puissante, mais aussi c'est bon, n'est-ce pas? Il y a aussi cette notion sur le consensus et la participation civile du peuple, c'est-à-dire on réaffirme cette notion de la démocratie à la chinoise. Donc moi je pense, donc surtout c'est dans l'article au début, c'est chaque fois quand on révisionne, pas seulement sur des articles concrets, mais aussi un ensemble des mots clés dans la future orientation. Et bien sûr, ça lié aussi avec l'objectif, disons, à réaliser à moyen et à long terme. Comme maintenant, on l'a vu, c'est qu'entre 2020 et 2049, disons que correspond à peu près le centième de la fondation du Parti communiste chinois et la fondation de la République. On a l'objectif de, non seulement la Chine va remplir, disons, l'objectif d'imodernité, de confort moyen, mais aussi sur le devant dans le développement social dans la scène mondiale. Donc c'est concrétiser, programmer l'objectif national. D'accord. Et monsieur, la même question. Bon, oui, la même question. Ben, j'ajouterais tout simplement que bon, ce n'est pas la première fois qu'on apporte des amendements à la Constitution. Mais cette fois-ci, c'est vrai que la modification paraît plus importante. Oui. Bon, pourquoi on devrait régulièrement apporter des amendements à la Constitution? Tout simplement parce que la situation évolue. La situation évolue, il faut que la Constitution s'adapte aux nouvelles exigences des tâches à accomplir, à la nouvelle situation, à la nouvelle réalité du pays. Bon. Ben, j'aimerais bien, dans ce cas, citer quelques petits exemples. Par exemple, on a introduit dans la Constitution le nouveau concept de la Merci, Constitution. monsieur. Oui. Désolé de vous interrompre. Notre correspondante Clémence est prête à répondre à notre question. Bonjour Clémence, vous assistez aujourd'hui à la cérémonie de clôture de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale au Grand Palais du Peuple. Pouvez-vous nous dire quel est le programme de la journée et quels ont été les temps forts de l'APN de cette année? Bonjour Jodine, alors pour cette 15e et dernière journée de la première session de la 13e APN, la conférence de presse du Premier ministre chinois Li Keqiang va succéder à la cérémonie de clôture qui débute actuellement au Grand Palais du Peuple de Beijing et qui verra notamment l'adoption de rapports d'activité ainsi que de plusieurs plans d'action pour 2018 ainsi qu'un discours du président chinois Xi Jinping. Alors pour ce qui est des temps forts qui ont marqué cette première session, je pense qu'on peut retenir notamment la cérémonie qui a suivi le renouvellement du mandat de Xi Jinping en tant que président du pays. Cette cérémonie où il a prêté serment sur la Constitution était une première dans l'histoire de la Chine et c'était également là la première application de l'amendement constitutionnel qui justement a été adopté au cours de cette première session et qui veut que les hauts dirigeants du pays prêtent serment sur la loi fondamentale du pays au moment de leur entrée en fonction. Je pense que dans les autres faits marquants, on pourra également retenir l'entrée dans la Constitution de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises et celle de la notion d'un destin commun, d'une communauté de destin pour l'humanité. Merci. Merci beaucoup Clémence et nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Alors je vous pose une autre question. Alors comme notre correspondante a parlé du programme de la journée, nous savons pour l'instant tous les nouveaux dirigeants du pays. En fait, nombreux sont ceux qui portent une grande attention à la cérémonie en Chine cette année. Alors, comment interprétez-vous cet engouement international pour la Chine, monsieur? Bon, ben, vous savez, la Chine est aujourd'hui la deuxième économie du monde. La Chine propose des idées de coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire la Chine ne va pas se développer tout seul en se fermant, voilà, derrière des murs. La Chine, au contraire, propose l'ouverture et la coopération. Du coup, ceci intéresse
tous nos partenaires. C'est-à-dire le développement de la Chine n'est pas une affaire uniquement chinoise. La Chine contribue à 30% à la croissance économique du monde. Bon. Donc, lorsqu'on élit une nouvelle équipe de dirigeants, lorsqu'on redéfinit les orientations du développement économique et social du pays, cela ne concerne pas uniquement les Chinois. Voilà. Ça a certainement un impact important sur les relations internationales de la Chine avec tous les partenaires. Du coup, cela a un impact sur le développement économique et social des autres pays. Dans la coopération, par exemple, ceinture route, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont réalisés grâce à la coopération entre la Chine et tous les pays partenaires. Et tous ces projets d'infrastructures touchent directement les intérêts des autres peuples. Du coup, les regards de tous les autres dirigeants sont certainement dirigés vers ce qui se passe en Chine, surtout en ce moment, où se déroulent justement les 2 sessions qui décident l'avenir de la Chine pour les 5 ans à venir. Oui, bien sûr. Et M. Xu, vous êtes professeur en relations internationales alors, à l'Université de communication de Chine. Alors, avez-vous remarqué des évolutions des attitudes des autres pays envers la Chine ces dernières années? Moi, je pense, lié à la question précédente, j'essaie de parler un peu, disons, au titre de comparaison. Oui. Aujourd'hui, si on voit, disons, si on donnait un aperçu général sur le monde, bouillonnement, ça change haut et bas, un peu oscillation. On le savait bien, depuis le nouveau président américain à la Maison Blanche, il y a certains changements. On sait bien que, par exemple, depuis Brexit, avec l'élection de Macron, avec Merkel, réaffirmée sur une base plus ou moins un peu affaiblie. Et tout récemment, on sait bien que le mouvement 5 étoiles en Italie. Donc, quelque part dans le monde, et bien sûr la réélection de M. Poutine à la présidence. Ce qu'on le voit, c'est que dans le monde, il y a périodiquement quelque chose qui est haut, qui est bas. Et dans ce cas-là, à titre de comparaison, c'est que je pense justement ces mots de qualification stabilité et se tomber sur la situation en Chine. À juste titre, stabilité. Et le deuxième, c'était, disons, la vision. Si, par exemple, si on voit, disons, la situation en Inde, Brésil, et quelque part dans le monde ou dans les autres pays, on pense que maintenant, il est difficile de dire le mot durable ou la continuité. Et toujours une question, disons, un questionnement sur la future orientation immédiate et à moyen terme. Dans le cas de la Chine, bien sûr, il y a un tas de, disons, défis. C'est aussi lourd. Ça, il ne faut pas éviter. Merci. Alors, mesdames et messieurs, la cérémonie de clôture commence maintenant. Regardons ensemble, mais je pense que nous sommes déjà très impatients de regarder ensemble la cérémonie de clôture et nous allons entendre bien sûr les discours de M. Xi Jinping et M. le nouveau président. 各位代表， Mesdames et Messieurs les députés, 这次大会
Cette session a élu que je continue d'assumer la fonction du président de la République populaire de Chine. Je tiens à exprimer mes sincères gratitudes à tous les députés et au peuple multiethnique chinois pour votre confiance. Une fonction noble, le président de la République populaire de Chine a pour mission glorieuse et responsabilité importante. Tout comme auparavant, je vais remplir loyalement les fonctions confiées par la Constitution chinoise, être loyal à la patrie et au peuple, remplir scrupuleusement mes devoirs, travailler de toutes mes forces avec diligence et dévouement. Je vais agir comme un serviteur au peuple et me soumettre à la supervision du peuple pour être à terme à la hauteur de la grande confiance accordée par les députés et par le peuple multiethnique chinois. Tous les employés des organes de l'État, tous les rangs et grades confondus, devraient garder à l'esprit que notre République, c'est la République populaire de Chine. Il faut centrer leurs efforts sur le peuple, qui a une position prioritaire, et il leur faut servir le peuple de tout cœur et travailler d'arrache-pied pour les intérêts et le bonheur du peuple. Mesdames et messieurs les députés, créateurs de l'histoire, le peuple, c'est le vrai héros. Le peuple a inscrit l'histoire glorieuse de la nation chinoise. Le peuple a créé également la civilisation chinoise brillante. L'esprit de la nation chinoise, transmise de génération en génération, est forgé par le peuple chinois. Le peuple chinois a œuvré pour se mettre debout, se rendre prospère, pour devenir de plus en plus forte. Il s'agit là d'un grand progrès historique. Les caractéristiques et les dons du peuple chinois contribuent non seulement à une civilisation chinoise de plusieurs fois millénaires de la Chine, et contribuent également au développement et progrès de la Chine et à la mentalité des Chinois contemporains. L'esprit de la nation chinoise a cultivé, transmis et développé dans la lutte de longue date. Cela constitue un grand esprit de la nation chinoise et aussi une force motrice spirituelle de développement de la Chine et de progrès de la civilisation humaine. Le peuple chinois est doté d'un grand esprit de créativité. Pendant l'histoire plusieurs fois millénaire, le peuple chinois travaille avec diligence et réalise plusieurs inventions. Il y avait les grands penseurs comme Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, Mencius, Mozi, Sun Tzu, Han Feizi. Il s'agit des grands penseurs chinois connus du reste du monde.
La fabrique du papier, de poudre à canon, l'impression, la boussole constituent de grandes réalisations scientifiques et technologiques qui influencent le progrès de la civilisation humaine. Les Chinois ont créé les livres des odes, élégies de Chu, prose de Ren, poèmes des Tang, les Ci, des Song, les théâtres des Yuan, les romans des dynasties des Ming et des Qing. Et nous avons également transmis de génération en génération les grandes épopées historiques, Sager Wang, Manas et Jiangge. Les Chinois ont construit également des grands ouvrages magnifiques comme la Grande Muraille, le barrage d'Oujiangyan, le Grand Canal, la Cité interdite, le palais Potala. Aujourd'hui, le peuple chinois valorise sans précédent leur esprit d'initiativité et de créativité qui contribue au développement de la Chine pour que la Chine puisse se classer au premier rang des pays du monde. Je suis sûr et certain qu'avec cet grand esprit de créativité d'1,3 milliard de Chinois et des Chinois, nous allons créer d'innombrables miracles pour l'être humain. Le peuple chinois est doté aussi d'un grand esprit de grande lutte. Dans son histoire plusieurs fois millénaire, le peuple chinois a su se réformer, se renforcer pour le développement et la construction de la Chine vaste et belle. Des mers immenses ont été développées, des terres fertiles ont été créées, des milliers de rivières ont été domptées. Nous avons également survécu légalement d'innombrables calamités naturelles, construire des villes et des villages. Et nous avons également développé un système industriel complet et a rendu notre vie riche et variée. Depuis l'Antiquité, le peuple chinois connaît bien qu'il n'y a pas de succès ni de bonheur sans aucun effort. Aujourd'hui, tout ce que nous avons maintenant incarne l'intelligence des Chinoises et des Chinois et leur esprit de travail et de sacrifice. Je suis sûr et certain que 1,3 milliard de Chinoises et Chinois, si ils peuvent valoriser cet grand esprit de grande lutte, nous pouvons certainement atteindre notre grand objectif de créer une vie meilleure à notre peuple. Le peuple chinois est nourri également d'un esprit de grande unité. Dans son histoire, plusieurs fois millénaire, le peuple chinois a fait rayonner de l'unité et de solidarité. Nous avons créé une nation multiethnique unifiée. Nous avons développé également l'unité de 56 ethnies diversifiées avec une bonne relation conviviale. La nation chinoise est une grande famille qui s'entraide. Surtout depuis les temps modernes, face aux invasions extérieures fréquentes, le peuple multiethnique chinois ont résisté
ensemble et vaillamment pour des batailles sanglantes et a chassé tous les agresseurs extrêmement féroces pour défendre l'indépendance et la liberté de la nation chinoise et a inscrit ensemble une épopée magnifique de défendre la patrie et de résister aux agressions extérieures. Aujourd'hui, la Chine a obtenu de grandes réalisations remarquées et remarquables grâce à l'unité du peuple multiethnique de la Chine. De par son passé, le peuple chinois connaît maintenant très bien que l'union fait la force, que l'union permet au progrès. Un pays divisé n'arrive jamais à réaliser le développement ni le progrès. Je suis sûr et certain que cet esprit de grande unité de 1,3 milliard Chinoises et Chinois nous donnera de grandes forces de progrès vaillamment et de vaincre toutes les difficultés. Le peuple chinois est soutenu par leurs grands rêves. Dans son histoire plusieurs fois millénaire, le peuple chinois poursuivait inlassablement leurs rêves. Nous avons non seulement forgé une notion de la vie de moyenne aisance, mais aussi un esprit de l'empire et d'un bien commun. Hangu a séparé le ciel de la terre, Nuwa a réparé le ciel, Fuxi a créé les trigrammes, Shenlong a défini les indications des plantes médicinales, Huangfu pourchasse le soleil, et l'oiseau mythique Jingwei qui remplit la mer, et le vieux Yugong déplaça les montagnes. Tous ces mythes antiques chinois reflètent l'esprit de la réalisation de leurs rêves du peuple chinois. Le peuple chinois sont convaincus que malgré les altitudes des montagnes, nous pouvons surmonter les montagnes. Malgré la distance, nous pouvons certainement atteindre nos objectifs. Depuis les temps modernes, la réalisation de grands renouveaux de la nation chinoise constitue le plus grand rêve des Chinoises et des Chinois. Le peuple chinois, faisant preuve de l'opiniâtreté et de l'utopie, a lutté contre les ennemis par des batailles sanglantes. Nous comptons sur nos propres forces pour rétablir notre nation. Et maintenant, une nation indépendante, qu'est la nation chinoise, s'érige déjà dans le monde. Pour réaliser ce rêve, nous avons lancé des luttes pendant plus de 170 ans. Aujourd'hui, le peuple chinois est plus que jamais proche, conscient et capable de réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Et je suis sûr et certain que cet esprit de grand rêve d'1,3 milliard Chinoises et Chinois nous permettra de réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Chers camarades, avec ce grand peuple, cette grande nation et ce grand esprit de la nation, nous en sommes fiers. Qui nous permettront de raffermir nos confiances sur la voie, la théorie, le système et la culture du socialisme à la chinoise. Et le peuple chinois, cette nation, constitue également une force de base pour notre progrès malgré les difficultés. La Chine est un pays socialiste de dictature, de démocratie populaire,
dirigé par la classe ouvrière et basé sur la Fédération des ouvriers et des paysans. Tout le pouvoir de l'État appartient au peuple. Nous devons respecter la prise de fonction de la population et respecter la position de maître du pays, du peuple. Et nous devons apprendre auprès du peuple, écouter leur voix, tout en nous inspirant de leur intelligence. Et nous allons évaluer toutes nos actions dans notre travail avant d'obtenir le soutien de la population, le soutien favorable de la population pour qu'ils acceptent les résultats avec satisfaction de nos actions. Et nous allons également nous attaquer sur les problèmes qui concernent les préoccupations et les intérêts les plus immédiats et les plus directs du peuple. Pour que tout le peuple chinois et toutes les Chinoises et les Chinois puissent partager le bonheur et la gloire dans ce processus historique de grand renouveau de la nation chinoise. Mesdames et messieurs les députés, seul avec la confiance du peuple que notre pays aurait de l'avenir et de la force dans le futur. Le socialisme à la chinoise entre dans une nouvelle ère. Le peuple chinois laborieux et courageux est de plus en plus confiant pour se renforcer avec plein d'unité. La Chine est un pays oriental ancien et moderne, sera plein de dynamisme et toujours prêt à se renouveler. La voie, la théorie, le système, la culture du socialisme à la chinoise présentent de grandes vitalités et d'innombrables miracles font apparence en Chine. Nous sommes pleinement confiants à notre futur. L'histoire a déjà prouvé et continue à prouver que seul le socialisme peut sauver la Chine. Seul le respect et le développement du socialisme à la chinoise que nous pouvons réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Nous faisons face à un changement profond et complexe de la situation domestique et internationale. Le développement de la Chine se trouve toujours dans une période d'importance stratégique des opportunités. Maintenant, nous faisons face aux bonnes opportunités de développement inimaginables dans le passé, mais nous faisons également face aux difficultés et aux défis sans précédent. Le 19e congrès national du Parti communiste chinois a tracé la nouvelle marche à engager dans l'accomplissement dans tous les domaines de la construction de la société de moyenne aisance et de la modernisation dans tous les domaines socialistes de notre pays et le grand renouveau de la nation chinoise. Nous devons transformer ce plan en réalité. Cela constitue une nouvelle longue marche. Bien que le chemin reste à parcourir reste long, mais nous ne devons pas nous attendre. Nous ne devons pas nous satisfaire de l'actualité et il ne faut pas oublier nos préoccupations. Nous devons rester fidèles à nos engagements initiaux, garder constamment à l'esprit notre mission et pour apporter nos efforts pour créer de nouveaux succès dans la nouvelle ère. Nous devons nous adapter à la nouvelle direction politique et historique, bien suivre les changements des contradictions majeures de notre société, porter haut l'étendard du socialisme au caractère chinois, bien appliquer l'esprit du 19e congrès du PCC et du 12e et 3e session du 19e comité central, s'en tenir à l'esprit du marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, l'esprit du triple représentativité, le concept de développement scientifique et la pensée du socialisme à la chinoise. Maintenir un avancement à pas soutenu et
placer le peuple au centre de nos intérêts, intégrer la lutte grande, le grand projet, la grande cause et le grand rêve, promouvoir la disposition du développement en 5 axes, faire avancer de façon coordonnée le plan de 4 intégralités, en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives du socialisme chinois. Notre objectif est d'établir une belle Chine riche, démocratique, harmonieuse et hautement civilisée à la moitié de ce siècle. Avec une plus grande vigueur et des mesures plus concrètes, nous allons approfondir la réforme, élargir l'ouverture vers l'extérieur, mettre en œuvre le nouveau concept du développement, promouvoir le développement économique de haute qualité, édifier le système économique moderne et sans cesse renforcer la puissance économique, technologique, compréhensive pour insuffler à notre économie du marché socialisme de nouvelles vitalités. Avec une plus grande vigueur et des mesures plus concrètes, nous allons développer la démocratie socialiste. Nous devons intégrer le leadership du parti, le statut du maître du pays et du peuple et la gouvernance en vertu de la loi, établir notre pays en suivant la loi et promouvoir notre capacité de gouvernance et le système de gouvernance, renforcer le front uni de compatriotisme plus large pour garantir les droits démocratiques au peuple de façon plus élargie, plus pleine et plus réelle pour faire rayonner l'avantage de notre démocratie socialiste. Avec une plus grande vigueur et des mesures plus concrètes, nous allons accélérer l'établissement d'un pays socialiste fort en culture, façonner et mettre en œuvre la valeur centrale du socialisme et promouvoir la transformation créative et le développement innovatif de notre culture pour faire rayonner l'influence, la cohésion et l'attirance de la civilisation chinoise. Avec une plus grande vigueur et des mesures plus concrètes, nous allons garantir et améliorer le bien-être du peuple, renforcer et innover la gouvernance sociale, remporter la lutte contre la pauvreté, favoriser la justice et l'égalité, pour faire des progrès à l'éducation, à l'emploi, à la santé publique, au système de protection, à la distribution égale des ressources et à l'assistance sociale pour réaliser de nouveaux progrès et réaliser la prospérité commune dans la vie réelle de la masse populaire. Avec une plus grande vigueur et des mesures plus concrètes, nous allons promouvoir l'établissement de la civilisation culturelle, accélérer la formation de styles de fabrication et d'un style de vie plus écologique, résoudre les problèmes d'environnement pour rendre le ciel plus bleu, la montagne plus verdoyante, l'eau plus claire et l'environnement plus agréable. Et le concept de l'environnement vaut plus que l'or sera davantage interprété sur notre terre. Nous devons s'en tenir au leadership absolu du
Parti communiste chinois sur l'armée, appliquer de façon complète l'avancée de renforcement de l'armée de nouvelle ère du PCC, promouvoir l'établissement de l'armée par la politique, renforcement de l'armée par la réforme, innovation d'armée par la technologie et gouvernance de l'armée en vertu de la loi, pour accélérer la formation d'un système de puissance armée à caractère chinois de premier rang mondial et établir le système de combat à caractère chinois, pour que l'armée du peuple assume les missions de nouvelle ère confiées par le parti et par le peuple. Nous allons appliquer de façon complète le principe d'un pays, deux systèmes et la gouvernance de Hong Kong par les Hongkongais, la gouvernance de Macao par les habitants de Macao. Suivre strictement la Constitution et la loi fondamentale. Soutenir l'administration et les actions actives des gouvernements et des chefs en exécutif des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Inclure le développement de Hong Kong et de Macao dans le plan national. Renforcer le patriotisme et la conscience du pays des compatriotes de Hong Kong et Macao. Nous devons nous en tenir au concept d'une seule Chine et poursuivre le consensus de 1992. Promouvoir la paix et le développement entre deux et établir les coopérations et les échanges culturels économiques pour partager avec les compatriotes de Taïwan les opportunités du développement, améliorer le bien-être des compatriotes de Taïwan et promouvoir le processus d'unification pacifique du pays. La sauvegarde de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et la réalisation de l'unification du pays incarnent l'aspiration de tous les Chinois et constitue les intérêts fondamentaux de la nation chinoise. Devant l'intérêt national et la tendance historique, tout acte et méthode séparatistes seront voués à l'échec. Tous actes séparatistes seront condamnés par le peuple et punis par l'histoire. Les Chinois ont plein de volonté, de confiance et de capacité de déjouer toutes les activités séparatistes. Le peuple chinois et la nation chinoise ont une même conviction, c'est que aucune partie de notre grand pays ne peut et ne sera jamais séparée de la Chine. Mesdames et messieurs les députés, nous vivons dans un monde plein d'espoir et de défis. Les Chinois sont depuis toujours pleins de sens de justice et de compassion. Et le destin du peuple chinois est étroitement lié à celui des autres pays. Nous suivons de près et assistons de plein degré au peuple vivant dans la guerre, la turbulence, la faim et la pauvreté.
Nous sommes toujours prêts à faire notre contribution à la paix et au développement de l'humanité sans ménager aucun effort. Cette aspiration est sincère. La Chine ne se développera jamais au détriment d'autres pays. Et le développement de la Chine ne constitue jamais de menace pour aucun pays. La Chine ne prétend jamais à l'hégémonie ni à l'expansionnisme. Seulement ceux qui ont l'habitude de menacer les autres regardent les autres comme des menaces. Les aspirations sincères et des actions concrètes du peuple chinois ne doivent pas être mal comprises, ni encore moins d'être mal interprétées de façon erronée ou falsifiée. La justice est dans le cœur de tous. La Chine va encore porter au lever l'étendard de la paix, du développement, de la coopération et du gagnant-gagnant, et poursuivre inébranlablement sur la voie du développement pacifique et s'en tenir à la stratégie d'ouverture basée sur le gagnant-gagnant et la réciprocité. La Chine va encore préserver la paix, la stabilité, la justice et l'égalité internationale et prétend que les affaires dans le monde entier doivent être résolues par les peuples du pays concerné et n'impose jamais sa volonté aux autres. La Chine va encore poursuivre l'édification de l'initiative La ceinture et la route et poursuivre ses échanges et coopérations avec d'autres pays pour que la réforme et le développement de la Chine bénéficient à l'humanité. La Chine va encore activement participer à l'édification et au changement de la gouvernance mondiale pour contribuer davantage de la sagesse chinoise, la résolution chinoise, la puissance chinoise, pour promouvoir l'édification d'un monde de paix durable, de stabilité universelle, de prospérité commune, de tolérance ouverte et de propreté pour que la construction de destin commun de l'humanité éclate de nouvelles vitalités. Mesdames et messieurs les députés, la direction du PCC et le caractère fondamental du socialisme de la Chine et le PCC constitue le leadership politique suprême de la Chine et incarne la garantie du grand renouveau de la nation chinoise. Sur la terre chinoise, le parti gère tout. Les personnes de tous les partis, de tous les groupes, de toutes les ethnies et de tous les milieux doivent s'unir autour du Parti communiste chinois et renforcer 4 volontés et 4 confiances pour avancer de même corps. Le Parti communiste chinois doit assumer la responsabilité historique pour poursuivre la réforme de la société. Cela demande qu'il ose s'auto-réformer. Nous devons garder en tête le bien-être public et gouverner le pays pour le peuple et gérer le parti strictement, lutter contre tous les actes corrompus, toujours être de même corps avec le peuple et traverser le bonheur et le malheur avec le peuple, travailler avec le peuple. Nous allons garder notre caractère de marxisme et aller toujours de l'avant en l'air et constituer toujours le cœur pour la nation chinoise et le peuple chinois. Mesdames et messieurs les députés, avec la bonne direction, nous accueillons le printemps florissant de Mille couleurs.
Sous la direction du Parti communiste chinois, après 70 ans de travail, notre République populaire est en train de s'épanouir. Il se trouve sur l'Orient du monde de nouveaux visages. La nouvelle ère appartient à tout le monde. Chacun est le témoin, l'innovateur et l'édificateur de la nouvelle ère. Lorsqu'on s'unit et travaille ensemble, aucune force ne peut nous empêcher de réaliser notre rêve. Nous devons prendre le bon temps de nouvelle ère, faire le plein, bien maintenir le cap, avoir plein de vitalité pour faire avancer le navire transportant le rêve de 1,3 milliard du peuple chinois, braver toutes les difficultés, prendre le large et aller vers un demain plein d'espoir. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les députés, je suis tout à fait d'accord et tout à fait pour les remarques dans le discours important du président Xi Jinping. Ce discours important va encourager certainement le peuple multiethnique de la Chine pour que nous puissions travailler à l'unisson pour accueillir un avenir encore plus radieux, avec plein d'espoir. Mesdames et Messieurs les députés, lors de cette session, camarade Xi Jinping a été élu président de la République populaire de Chine avec des votes complets et président de la commission militaire centrale de la République populaire centrale. Il s'agit là d'une volonté de près de 3000 députés et la volonté commune et l'aspiration commune d'1,3 milliard de Chinoises et de Chinois. Camarade Xi Jinping a bénéficié le soutien de tout le parti et de tout le peuple. Il est certainement le noyau dirigeant du Parti communiste chinois et grand maréchal de l'armée et le grand leader du peuple chinois et un grand guide du peuple chinois. Sous la direction ferme du comité central du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, à la lumière de la pensée du socialisme, de la pensée de Xi Jinping du socialisme chinoise de la nouvelle ère, le peuple chinois est pleinement confiant, capable de réaliser le grand rêve chinois du grand renouveau de la nation. Mesdames et Messieurs les députés, la première session de la 13e Assemblée populaire nationale a déjà épuisé tous les points de l'ordre du jour. Nous avons accompli la mission noble de l'amendement de la Constitution chinoise et nous avons examiné et adopté la loi sur la supervision, le plan de remaniement du Conseil des affaires d'État. Nous avons examiné et approuvé
le rapport d'activité du gouvernement et les autres rapports, nous avons élu et décidé et nommé les dirigeants de nouvelle édition des organes nationaux. Pendant cette session, nous avons bien relevé le socialisme à la chinoise, où nous appliquons dans tous les domaines la pensée de Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et des grands principes fixés par le 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Et il s'agit là d'une session marquée par la démocratie, l'unité, la recherche, l'objectivité et la réalité et de progrès. Pendant les 5 dernières années, sous la direction ferme du comité central du PCC avec camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, sous la présidence de camarade Zhang Dejiang, la 12e Assemblée populaire nationale et son comité permanent ont su sauvegarder l'autorité du comité central du PCC avec camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant et leur direction et son direction unifiée et centralisée. L'Assemblée populaire et le comité permanent ont su prendre leurs responsabilités et ont obtenu de succès historiques dans son travail. Et nous avons également avancé des pas dans la construction de l'État droit socialiste. Et la 12e Assemblée populaire nationale et son comité permanent a apporté leur contribution importante. Ici, au nom de la 13e Assemblée populaire nationale et son comité permanent, je voudrais exprimer mes salutations les plus sincères à camarade Zhang Dejiang, au comité permanent dirigé par camarade Zhang Dejiang et à tous les députés de 12e Assemblée populaire nationale. Cette session a élu le comité permanent de 13e Assemblée populaire nationale et j'étais élu président du comité permanent de la 13e APN. Je remercie la confiance témoignée par tous les députés. Nous avons une mission glorieuse et importante, une responsabilité importante. Nous allons travailler avec tous les députés pour concrétiser les décisions et les dispositions du comité central du PCC en sauvegardant les intérêts du peuple, en remplissant toutes les fonctions accordées par la Constitution et les autres lois. Et nous allons remplir scrupuleusement nos devoirs avec intelligence, avec sens de responsabilité pour être à la hauteur des confiances de tous les députés. Mesdames et messieurs les députés, la Constitution constitue une loi fondamentale de notre pays qui a le statut hiérarchique le plus élevé et l'autorité la plus importante et la force la plus contrainte dans toutes les lois. La Constitution est étroitement liée à l'avenir et au destin du parti et de la nation. L'Assemblée populaire nationale et son comité permanent respectent scrupuleusement la Constitution, sauvegarder l'autorité de la Constitution et accomplir leur mission accordée par la Constitution et garantir l'application correcte de la Constitution pour offrir une garantie constitutionnelle au développement du parti et de l'État de la nouvelle ère. Nous allons respecter également la pensée directrice, l'idée directrice de développement du pays. L'idée directrice constitue une ligne importante pour un parti politique et pour un État. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de nouvelle ère constitue une pensée directrice de longue date pour notre parti et aussi une ligne directrice définie par l'amendement de la Constitution comme ligne directrice pour l'État chinois. Et nous allons continuer à concrétiser la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère dans la vie politique, la vie sociale du parti et de l'État.
Et cela constitue aussi une base idéologique pour le travail de tout le parti et de tout le peuple. Et nous allons continuer à développer le socialisme à la chinoise en respectant cette pensée, en nous quittant sur cette pensée. Et nous devons également respecter la position de direction dans les affaires du parti, dans les affaires de l'État du Parti communiste chinois, définie par la Constitution chinoise. L'histoire et le peuple ont choisi le PCC comme organe de direction de notre pays, et c'est inscrit dans la Constitution. La Constitution a confirmé la position de direction du Parti communiste chinois. Il s'agit là d'un fait accepté par le peuple. Et le parti devrait également agir dans le cadre de la Constitution. Il s'agit là d'une logistique historique, politique et juridique du respect de la direction du Parti communiste chinois. Le respect de la direction, le respect de l'unité entre la direction du parti, la souveraineté populaire et la gouvernance du pays par la loi. L'essentiel, c'est de respecter la direction du PCC. L'Assemblée populaire nationale et son comité permanent constituent un organe de pouvoir pour exercer le pouvoir du peuple. Nous allons travailler consciencieusement sous la direction du comité central du PCC, en respectant les décisions et les arrangements définis par le comité central du PCC pour remplir nos fonctions et sauvegarder la position de noyau dirigeant de secrétaire général Xi Jinping et sauvegarder l'autorité et la direction centralisée et unifiée du comité central du PCC avec camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant pour que notre parti et notre État puissent bien arranger, bien organiser les affaires de l'État. Et nous devons également respecter les missions, les voies et les objectifs définis par la Constitution. La Constitution a affirmé que la partie a su conduire le peuple pour obtenir les grandes réalisations dans la révolution, la construction et la réforme de notre pays. Et cela constitue également une constitution, une garantie juridique pour le futur développement de notre pays et de notre pays. Nous devons affirmer notre confiance sur notre voie, notre théorie, notre système et notre culture pour nous adapter à l'évolution et au changement de contradictions principales dans notre société pour mieux satisfaire à l'aspiration à une vie meilleure de la population. Pour réaliser notre objectif de construire un grand pays socialiste chinois, beau, moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé. Et nous devons respecter également le système de dictature démocratique de la population et le système de l'Assemblée populaire. Depuis la création de la Chine nouvelle, le peuple chinois a déjà pris conscience de plus en plus clair que le système de l'Assemblée populaire présente des avantages et des forces de vitalité exceptionnelles. Et nous devons respecter et améliorer le système de l'Assemblée populaire et continuer à valoriser les avantages et les particularités de ce système de l'Assemblée populaire. Mesdames et Messieurs les députés, le développement de la cause du parti et de l'État nous a posé de nouvelles exigences au niveau de l'APN et du comité permanent de 13e Assemblée populaire nationale. Nous devons bien connaître notre mission en déployant nos efforts pour assumer nos responsabilités de maintien et d'amélioration de ce système de l'Assemblée populaire. Il s'agit là d'une mission noble pour nous. Nous devons renforcer également notre confiance politique d'intérêt général, de noyau dirigeant et d'alignement. Et accepter de manière consciencieuse la direction
du parti dans toutes nos actions, toutes les actions importantes devraient se réaliser autour de l'intérêt général du parti et de l'État et sous la direction du Parti communiste chinois. Nous allons également exercer notre droit de législation, de supervision, de décision, de nomination, conformément à la loi. Et nous devons prendre notre responsabilité, être suffisamment capables d'exercer nos fonctions pour être à la hauteur des missions accordées par le parti et par le peuple. Nous devons centrer nos efforts sur le peuple et remplir nos fonctions pour le peuple et servir le peuple. Et nous nous soumettrons à la supervision du peuple. Nous allons valoriser les rôles des députés pour que l'APN et son comité permanent puissent assumer de manière générale les fonctions accordées par la Constitution et par différentes lois. Et nous allons également intensifier nos contacts avec la population parce que nous sommes un organe qui représente la population. Mesdames et messieurs les députés, le socialisme à la chinoise entre dans une nouvelle ère. La nation chinoise a réalisé une transformation de l'époque où elle se met en debout, elle devient de plus en plus prospère et elle va devenir de plus en plus puissante. Et nous allons maintenant travailler d'arrache-pied pour réaliser les deux objectifs centenaires. Unissons-nous encore étroitement autour du comité central du PCC avec camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant. Portons bien haut le drapeau du socialisme chinois. Apprenons et appliquons en profondeur la pensée de Xi Jinping du socialisme chinois de la nouvelle ère. Appliquons et concrétisons les principes fixés par le 19e Congrès national du PCC et ses premières, deuxième et troisième sessions plénières. Et nous allons travailler d'arrache-pied avec l'esprit de créativité pour accomplir les missions fixées lors de cette session, pour faire triompher l'accomplissement de la construction de sociétés de moyenne aisance et de socialisme à la chinoise. Et travaillons ensemble pour remporter des victoires dans la réalisation du grand rêve chinois de grand renouveau de la nation. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale est déjà épuisé. Je vous invite à vous lever pour chanter l'hymne national. Je déclare maintenant la clôture de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine.
Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la cérémonie de clôture de la première session de la 13e APN, lors de laquelle nous avons écouté le discours du président Xi Jinping et celui du nouveau président du comité permanent de l'APN, Li Zhanshu. La première conférence de presse du second mandat du Premier ministre Li Keqiang aura lieu dans un instant. Mais avant tout cela, nous allons continuer à discuter des deux sessions avec nos deux invités aujourd'hui. Alors messieurs, qu'est-ce qui ressort particulièrement des deux discours que nous venons d'entendre tout à l'heure, Monsieur Xu? Moi, je pense d'abord, je divise le discours de Xi Jinping en trois parties. La première partie, c'est le retour à la source culturaliste, essentialiste, traditionnelle de la Chine, assez long, qui prend une proportion assez importante. Cette deuxième partie, en général, ce sont les raisons d'être. C'est les raisons historiques. Pourquoi aujourd'hui le Parti communiste doit diriger, pourquoi il faut suivre les orientations. Et la troisième partie, bien sûr, ce sont les objectifs énumérés, détaillés sur le dossier domestique, sur le secteur et sur, disons, les objectifs internationaux. En gros, les trois parties. Et ce qui me fait remarquer, c'était surtout la proportion et la place qu'occupe la première partie. C'est par rapport, je pense, à un discours lié plutôt à la révolution depuis 100 ans environ. On sent que maintenant, ce retour ou l'emprunt à la source historique prennent, disons, une proportion à augmentation. Le deuxième, bon, bien sûr, moi je pense que l'ambassadeur Wu bien marqué aussi, c'est bien sûr une pratique plus ou moins standardisée. C'est-à-dire, par exemple, le président de la République lance l'orientation et souvent, disons, les membres de l'équipe, comme le président de l'Assemblée, développent, interprètent les orientations et ainsi mobiliser, disons, les forces nationales à les suivre, à les concrétiser. Et, monsieur? Bon, les deux discours ne sont pas vraiment très très longs, mais sont très riches en idées. Oui. Voilà. Pour le discours du président, en effet, c'est très intéressant. J'ai écouté attentivement tout ce qu'il a dit. En gros, il y a deux volets. Il y a le volet politique intérieur et le volet politique extérieur. Pour la politique intérieure, il y a plusieurs points voilà, qui sont particulièrement intéressants. D'abord, le premier point, c'est que le président, en tant que le nouveau président de la République, il a réitéré sa loyauté à la Constitution. Oui. Bon, je pense que c'est pour souligner qu'en tant que nouveau président, il va rester loyal aux intérêts du pays, aux intérêts du peuple. Bon, il a prêté serment, bien sûr, mais il a voulu réitérer ceci. Il a dit notamment, il va être un serviteur du peuple. Il ne va pas trahir la confiance du peuple. D'accord ? Pour lui-même, c'est un engagement personnel. Mais en même temps, en tant que chef d'État, il a aussi lancé un appel à tous les fonctionnaires du pays, en disant il ne faut pas oublier que notre République, c'est une République populaire. Donc, le peuple, c'est le maître du pays. Tous les fonctionnaires doivent servir le peuple de tout leur cœur. Voilà. Donc je pense que c'est important, voilà, en tant que le nouveau chef, il doit non seulement engager lui-même, mais engager tous les fonctionnaires de l'État à bien travailler pour les intérêts du peuple. Ça c'est un premier point qui est très important. Un deuxième point, il a mis l'accent sur le travail, le futur travail de cette nouvelle équipe dirigeante, mais aussi de tous les fonctionnaires qui travaillent pour l'État. Il faut bien travailler et surtout, puisqu'il s'agit de servir le peuple, il faut écouter attentivement ce que disent les citoyens chinois, le peuple. D'accord ? Il faut résoudre tous les problèmes qui touchent
directement les intérêts des habitants. Bon, c'est très pratique. Voilà, donc il n'y a pas des paroles vagues, voilà, comme ça, mais il a des instructions précises. C'est-à-dire il faut travailler de façon efficace et avec une attention particulière, voilà, apportée aux dossiers précis, aux dossiers qui touchent pratiquement la vie quotidienne des gens. Voilà. Je crois que ceci est très important. Il a cité, voilà, quelques domaines, par exemple la lutte contre la pauvreté, voilà, construction d'une société de justice, d'égalité, voilà. Il faut s'occuper des petits-enfants, des personnes âgées, voilà. Il faut assurer l'emploi à tout le monde. Il faut que l'assurance maladie couvre vraiment, voilà, toute la population, etc. Donc il a donné des domaines très précis, voilà, qui touchent en effet les intérêts directs et qui touchent en effet la vie quotidienne des gens. Bon, je pense que ça c'est un discours formidable, parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur les principes, il faut, voilà, qu'on s'attaque vraiment au dossier précis. Il a évoqué aussi l'aspect de protection environnementale. Voilà, ça c'est aussi un sujet qui préoccupe les gens. Bon. Et puis il y a un deuxième volet qui est rattaché à la politique extérieure. Bon, il a bien réitéré la position chinoise en ce qui concerne la politique étrangère de la Chine. Il a d'abord précisé que les Chinois sont un peuple qui a toujours une compassion pour les autres qui sont en difficulté. Voilà, ça c'est une qualité, voilà, traditionnelle des Chinois. Les Chinois sont toujours épris de justice. D'accord? C'est pour ça que la Chine continuera à poursuivre sa voie de développement pacifique. D'accord? Donc voilà. Il a dit d'ailleurs que la Chine, non seulement agir en parole, mais surtout agir en action. En action. Voilà. Et puis, bon, il a bien précisé aussi un autre aspect. Il ne faut pas que, dans ce monde, il y en a qui jugent la parole et l'action de la Chine de façon erronée. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas, voilà, garder le préjugé. Voilà. Une mauvaise interprétation de ce que la Chine fait n'est pas acceptable. Voilà. Il y a toujours la justice qui existe dans notre monde. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, je crois que c'est important. C'est important de comprendre ceci. Voilà. Bon. Il a évoqué, à la fin, un aspect qui est rattaché en fait au volet intérieur, c'est que il faut toujours lutter contre la corruption, surtout voilà, au sein du parti communiste chinois qui est le parti au pouvoir. Donc c'est un discours très très intéressant. Oui. Monsieur le Président, Xi Jinping a fait l'éloge des accomplissements et de l'esprit du peuple chinois, et il a aussi évoqué l'importance de la sécurité et l'unité nationale. Et nous avons entendu plusieurs applaudissements. Alors, quelle est l'information professeur Xu transmise? Oui, et ce qu'on sent par exemple dans le monde, je pense que le séparatisme, disons, un certain affaiblissement du ciment national ou d'intégration, c'est pareil ici et là, un peu tout. En Chine aussi, parfois, on sait qu'à divers niveaux, à certains endroits, il y a cette aussi manifestation négative. Donc c'est important qu'aujourd'hui, ce que nous pensons que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas, par exemple, de suivre de mauvais exemples, des intégrations, et nous devons renforcer, améliorer notre intégration. Non seulement il s'agit d'une sorte de vengeance sur, disons, la perte historique de l'Empire, mais aussi je pense que ça représente une nouvelle orientation dans un pays à multi-ethnicité, dans l'avenir vers, je dirais, cohabitation, vers une sorte de mobilisation générale, un certain destin en commun, et commencer par notre pays, et peut-être aussi à diffuser, à propager dans le monde à travers l'idée un destin disons un destin commun de l'humanité. Dans ce cas-là, on le sait par exemple en Russie ou en d'autres pays, parfois ça provoque
conflits acharnés, parfois les guerres aussi, quand on va le Proche-Orient ou quelque part aussi. Alors il faut trouver un moyen, à travers les conflits et la guerre, mais essayer d'améliorer, renforcer l'alimentation, la cimentation et l'intégration. Là, je pense sur ce point, on est sur la bonne voie. Merci. Et nous nous intéressons à davantage d'informations sur les deux sessions ces derniers jours. Alors, et juste après la 7e séance plénière de l'APN, certains nouveaux responsables de départements gouvernementaux ont répondu aux questions des journalistes présents. S'exprimant dans le passage des ministres du Grand Palais du Peuple, ils ont répondu aux thématiques prioritaires dont la protection environnementale, les sports et plus encore. L'année dernière, l'industrie postale de Chine a expédié 40 milliards de paquets, ce qui représente 40% du marché mondial. Le volume total des colis de Chine est plus gros que des États-Unis, le Japon et l'Union européenne réunis. Les gens sont curieux quant à savoir si les services postaux de Chine pourront constamment maintenir leur efficacité. J'ai confiance en cela. Et tant que nous disposons des bonnes politiques, méthodes et canaux, alors c'est un avenir radieux qui attend l'industrie postale. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, le secrétaire général Xi Jinping a envoyé une invitation aux gens du monde entier à venir à Beijing lors des Olympiades d'hiver de 2022. Et cela marque également le départ de la saison olympique d'hiver de Beijing. Pour les 4 années à venir, tous les athlètes vont se préparer pleinement pour ces Jeux et nous avons également donné l'engagement que tous les athlètes chinois participeront à toutes les épreuves. Le nouveau ministère de l'Environnement écologique qui vient d'être établi est une solution pour gérer des questions de longue date en matière de protection écologique. Nous avons toutes les raisons de croire que sous la direction ferme du comité central du parti, avec le camarade Xi Jinping en son sein, et ce tout en étant guidé par la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, alors nous ferons un bon travail en accélérant le rythme afin d'améliorer l'environnement et de créer davantage de produits écologiques, en vue de répondre aux besoins croissants du peuple à des vies et environnements de meilleure qualité. L'année 2018 marque le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Au fil des années, la Chine s'est rangée du côté de l'innovation, du talent et de la croissance. L'économie chinoise a connu une croissance rapide, devenant ainsi la deuxième plus grande au monde et contribuant à plus de 30% à la croissance mondiale. En 2017, on comptait 115 entreprises chinoises figurant sur la liste des entreprises du Fortune Global 500. Les avancées économiques chinoises sont par ailleurs très appréciées dans de nombreux pays. Notre point de vue, ce qui est intéressant et particulier, c'est l'engagement continu de la Chine en faveur d'une économie ouverte, du commerce international et de la promotion des relations avec les pays du monde entier. La Chine continue dans cette voie, c'est très clair par rapport aux déclarations des ministres et des dirigeants. Has been very evident from the statements made by ministers and by leaders. In the world, China is the most important trade partner over 120 countries. Dans le monde, la Chine est le partenaire commercial le plus important de plus de 120 pays, dont la majorité des pays d'Amérique du Sud. Cela signifie sans aucun doute que nous vivons un scénario extraordinaire de paix et de progrès grâce au rôle de leader de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a félicité le président Vladimir Poutine pour sa réélection. C'est au téléphone que le président Xi Jinping a dit que les liens entre la Chine et la Russie se trouvent à son plus haut niveau historique, créant ainsi un exemple pour la construction d'un nouveau type de relations internationales caractérisé par le respect mutuel, l'équité et la justice, la coopération et les résultats gagnant-gagnant. Le président chinois a dit vouloir travailler avec Vladimir Poutine pour promouvoir leur partenariat à un niveau encore plus élevé, pour fournir une force motrice pour le développement dans les deux pays et pour contribuer à maintenir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde entier. Le président Xi Jinping a ajouté qu'au cours des dernières années, le peuple russe s'est uni pour renforcer la nation, pour réaliser la régénération et le développement et pour jouer un rôle constructif important dans les affaires internationales.
La Chine a observé de près le résultat de l'élection présidentielle russe qui a reconduit au pouvoir Vladimir Poutine. Voyons en quoi ce nouveau mandat pourrait affecter les relations bilatérales. Les relations stratégiques entre la Chine et la Russie ont été décrites en termes élogieux par le président chinois Xi lors de sa visite d'État en Russie en juillet dernier. Cette visite s'était conclue avec des accords d'une valeur totale de plus de 10 milliards de dollars. Cependant, des inquiétudes se sont fait jour sur le maintien d'un partenariat bilatéral constant suite à l'élection présidentielle russe, finalement remportée sans surprise par Vladimir Poutine. Celui-ci avait d'ailleurs déclaré lors d'une conférence en décembre dernier que le résultat de l'élection n'affecterait pas les relations bilatérales. Je pense tout à fait que le développement des relations bilatérales avec la Chine faisait l'objet d'un consensus national dans toute la Russie et n'a rien à faire avec le résultat de l'élection. La Russie et la Chine vont demeurer des partenaires stratégiques sur le long terme. Anna Kirieva, une chercheuse associée au Centre des études chinoises de l'Institut des relations internationales de Moscou, explique plus avant que ce partenariat est basé sur tout un tas d'intérêts en commun. C'est quelque chose de très stable qui ne changera pas à cause d'une transition du pouvoir. Il pourrait y avoir des changements dans la politique étrangère, mais les fondamentaux resteraient les mêmes, comme la non-ingérence dans les questions domestiques ou l'absence de recherche de domination. Selon l'autorité des douanes russes, à la fin de l'année dernière, la Chine était devenue le plus grand partenaire commercial de la Russie depuis 8 ans. Le volume des échanges entre la Chine et la Russie a atteint l'an dernier 87 milliards de dollars, soit une hausse de 31,5% par rapport à 2016. C'est beaucoup plus que le volume des échanges entre la Russie et ses deuxième et troisième partenaires commerciaux, respectivement l'Allemagne et les Pays-Bas. Les dirigeants des deux pays se sont entendus pour fusionner l'initiative Ceinture et Route et l'idée d'une union économique eurasienne. China has been mostly dealing with Central Asia. La Chine traite depuis longtemps bilatéralement avec l'Asie centrale, mais le défi est que faire quelque chose au niveau multilatéral est ce que la Russie voudrait voir, plutôt que de voir la Chine étendre sa coopération avec les États d'Asie centrale, mais sans la Russie. Des experts disent qu'en tant que grande puissance, la Chine et la Russie ont des intérêts nationaux très différents. Les deux parties ont pris des mesures pour garantir que les différences ne soient pas à l'avant-plan de leurs relations bilatérales et essayent d'éviter autant que faire se peut tout conflit possible d'intérêts d'État. C'est l'une des raisons clés du succès des relations sino-russes, alors que les deux pays abandonnent la mentalité de la guerre froide et la politique du jeu à somme nulle.